Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, nous sommes ravis d'être présents avec François Bonneau pour voilà, vous parler de cette rentrée scolaire qui va être assez particulière. Et donc, nous sommes et en présentiel et en visio. Donc, je demande aux journalistes qui sont en visio de bien vouloir vous présenter afin que le service presse de Région de France puisse bien vous identifier, même si j'en reconnais certains, puisqu'ils sont certains d'Occitanie. Voilà. Mais alors que ceux qui sont en visio, s'ils veulent bien se présenter. Oui, bonjour, je suis Caroline Maiglet pour Localtis. Très bien, merci, bonjour. Voilà. Vincent, allez-y. Oui. Ouais. Oui, bonjour, Vincent Cross, du journal. Voilà. Bonjour. Bonjour Vincent. Ouais. On a deux autres personnes connectées, on n'a que le numéro de téléphone. Non. Bon, allez, très bien. Excusez-moi, du coup, il y a un gros bruit de fond, je pense, de la part des téléphones connectés, s'ils pouvaient couper leur micro, parce que j'entends pas très bien. D'accord. Donc voilà, donc pour tous ceux qui sont connectés, je vous rappelle, merci d'éteindre votre micro et après de l'allumer juste au moment où vous aurez des questions à poser. Donc cette conférence de presse dans un contexte sanitaire particulier, donc rentrée particulière, puisque vous le savez, la situation sanitaire est quand même très préoccupante, en particulier sur la Martinique, la Guadeloupe, Mayotte et Saint-Martin, d'où d'ailleurs le retard de la rentrée scolaire qui est repoussée au 13 septembre. Deux régions ont eu déjà leur rentrée, que ce soit Mayotte ou la Réunion. Et là, pour l'instant, la rentrée s'est bien passée. Mais sur les quatre autres régions, donc Martinique, Guadeloupe, Guyane et Saint-Martin, j'aurai ce soir à 19h une visio avec les présidents de région pour qu'on puisse, au cours du mois d'août, nous avons déjà échangé, mais pour que nous puissions là aussi agir en solidarité avec nos collègues présidents de région qui connaissent une situation sanitaire très, très particulière. Donc une rentrée particulière, puisque nous avons aussi à organiser la vaccination donc des lycéens, sachant que de nombreux présidents de région ont écrit courant août donc directement aux parents d'élèves pour les inciter à faire vacciner leurs enfants. Et c'est pourquoi nous avons quand même un taux, comme l'a annoncé Monsieur le ministre Blanquer ce matin, qui est assez rassurant, puisque 57% de la population des 12-17 ans ont déjà reçu une première dose. On débuté donc le parcours vaccinal, mais l'ensemble des présidents de région, dès qu'on a eu la circulaire là, de fin juillet, nous avons, à travers les environnements numériques de travail et les liaisons que nous avons avec les parents d'élèves, souhaité envoyer des messages pour encourager la vaccination le plus tôt possible. Donc nous allons organiser cette vaccination en fonction de la situation sanitaire des territoires, soit donc majoritairement en amenant les lycéens dans des centres de vaccination qui existent, soit en créant des centres de vaccination éphémères dans nos établissements qui seront bien entendu mutualisés avec les collèges. Et nous avons également un taux de vaccination qui est élevé pour le personnel enseignant, donc qui est de 89% pour un parcours vaccinal complet pour les enseignants. Donc l'Éducation nationale a annoncé ce chiffre. Nous avons aussi l'ensemble des présidentes et des présidents de région mis en place des cas
capteurs de CO2 mobiles donc sur nos établissements et que nous allons déployer donc au fil des mois, sachant qu'aujourd'hui, bien sûr, la mesure de ventilation des classes est adaptée encore de par la saison, mais après, nous aurons bien sûr une montée en puissance de l'équipement en capteur de CO2 dans nos établissements et tout particulièrement dans les lieux de restauration scolaire qui sont les lieux que nous devons surveiller prioritairement comme nous l'a rappelé le Conseil scientifique. Nous faisons en sorte aussi dans cette rentrée particulière de continuer un équipement numérique de qualité, puisque nous sommes de nombreuses régions à fournir les ordinateurs et nous avons vu que cet équipement numérique a permis de réduire le décrochage scolaire et d'être un vrai outil de lutte contre le déterminisme social. Je laisserai François développer toutes les actions et où là aussi les régions vont monter en puissance sur les questions de l'orientation, de la lutte contre le décrochage scolaire, sur aussi la voie technologique, et rappeler également que l'ensemble des présidents et des présidentes de région ont une volonté vraiment d'améliorer la restauration scolaire de par la liaison entre alimentation et santé, donc produits locaux, produits bio, et donc nous augmentons vraiment l'approvisionnement local de nos restaurations scolaires, qui permet d'avoir des menus avec des produits de saison, ce qui permet aussi de soutenir nos agriculteurs. Et puis également des projets forts en matière d'investissement sur l'ensemble de nos lycées. Nous sommes sur la question des lycées à énergie positive et des lycées également sécurisés. Juste rappeler qu'en 2021, l'ensemble des régions de France vont consacrer plus de 7,2 milliards d'euros en faveur de l'enseignement des lycéens et des étudiants, ce qui représente près de 16,5% de nos budgets, et c'est un budget qui est en constante augmentation parce que nous partageons, toutes les présidentes et les présidents de région, la priorité éducative pour nos jeunes, pour leur permettre d'aller vers un métier choisi, mais également priorité économique parce que nous voyons bien qu'il est absolument nécessaire d'avoir une école au sens large du terme, une école ouverte sur le monde de l'entreprise pour répondre aux défis de la relance, de la reprise économique, mais également aux défis de la transformation économique, transformation digitale ou transformation pour répondre à l'urgence climatique. Donc voilà, je ne serai pas plus longue et je vais laisser François Bonneau pouvoir compléter sur les thématiques qui sont les priorités pour l'ensemble des régions de France. Merci, merci Carole, merci Madame la Présidente. C'est en effet une rentrée qui, pour les présidents de région, est une rentrée de tous les défis. C'est une rentrée de tous les défis. Le défi du retour complet dans les lycées, de la réappropriation complète des parcours de réussite de nos jeunes. Et il faut que nous réussissions ça. C'est pourquoi, comme tu l'as indiqué, je me permets de le redire, on est très attaché à la réussite de la vaccination pour un grand maximum. Et le souhait, c'est la totalité des jeunes vaccinés, de manière à ce qu'ils soient protégés individuellement, qu'ils soient protégés dans leur rapport aux autres. Et globalement, la scolarité retrouve son cours après 2 années qui ont été des années largement chahutées. Et nous serons bien évidemment, comme tu l'as indiqué, aux côtés des responsables de l'État, aux côtés des ARS, sur les territoires, pour nos jeunes lycéens, mais aussi pour les jeunes collégiens, pour que nos lycées, parfois, deviennent ces centres éphémères qu'il faut mettre en place pour que les jeunes puissent venir facilement. On travaillera dans notre responsabilité de transport pour que tout cela se fasse. De tous les défis, pourquoi ?
Parce que les régions ont une responsabilité particulière qui est celle du chef de fila sur les politiques de jeunesse. Chef de fila des politiques de jeunesse. On considère que les jeunes, et donc les lycéens, sont d'une certaine manière un peu au cœur de nos compétences. Quand on veut préparer l'avenir économique et social d'un territoire, ça passe par la jeunesse. Et pourquoi un défi? Un défi parce que cette crise est là pour effet d'accélérer les mutations. Accélérer les mutations économiques, accélérer les mutations des métiers, accélérer les mutations dans les supports que nous pouvons mettre en œuvre pour accompagner la pédagogie, pour accompagner l'orientation. Sur l'orientation, vous le verrez dans le dossier, toutes les régions de métropole, d'outre-mer se sont engagées avec des directions, dans des directions complémentaires, se sont engagées dans la responsabilité qui leur a été confiée, qui est celle de l'information sur les métiers. On est dans une montée en puissance de cette information sur les métiers, de cet accompagnement plus global dans l'orientation. Pourquoi? Bien parce que les jeunes, dans ce monde qui bouge très vite, ont besoin de points de repère, ont besoin de se construire des itinéraires. Et pour se construire un itinéraire, on ne se construit pas simplement un itinéraire avec son bulletin de notes. On se construit un itinéraire quand on a une représentation du monde économique et social, une représentation des métiers, et qu'on peut progressivement réussir à construire un lien entre soi-même et cette au-delà de soi-même qui est l'entrée dans la vie professionnelle, l'entrée dans la vie sociale. Et donc pour nous, l'orientation, c'est à la fois une information qui utilise les relais existants, c'est bien évidemment le numérique, toutes les images qui peuvent circuler, les relations à distance, etc. Mais c'est aussi une relation directe au monde économique et social. Et on pense que dans cette responsabilité des régions, chef de fila jeunesse, lycée, bac-3, bac+3, mais aussi en troisième, puisqu'on intervient dans les collèges en matière d'orientation, nous devons véritablement permettre une relation plus facile, plus constante, plus naturelle avec les acteurs économiques. Et notre boulot, finalement, c'est de faire en sorte que la compétence économique est celle des régions, c'est-à-dire ce lien permanent avec les entreprises, et notre responsabilité éducation-orientation soit articulée pour que les jeunes puissent collectivement, individuellement, plus facilement, plus naturellement pousser la porte d'une entreprise, d'un service, etc. Nouer des relations avec quelqu'un qui va se mettre dans un parrainage sur un choix de métier, etc. Dans ce domaine de l'orientation, l'année 2021-2022 va vraiment être une année de montée en puissance de la responsabilité des régions. Le socle est posé aujourd'hui. Vous voyez dans le dossier qu'on a tous construit des sites, qu'on a tous construit des interactions avec le monde économique, qu'on a mis en place des séries d'événements, salons virtuels, etc., qui permettent des choses, et qu'on a ici et là commencé à créer des pôles de professionnels venant de différents secteurs qui vont bosser ensemble pour développer l'offre vers les collèges. C'est nouveau pour les régions, développer l'offre au sein des lycées et développer l'offre dans cette articulation du -3+3, parce qu'il faut permettre une meilleure réussite de nos jeunes dans l'enseignement supérieur, et ça passe par une meilleure orientation. Donc un point très très important là-dessus, encore une fois, considère que les jeunes sont aujourd'hui au cœur de ces transformations qui sont très 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 rapides, qui sont parfois vécues comme déstabilisantes. Ça va être quoi les métiers de demain, avec la prise en compte de ce que va nous livrer le GIEC au mois de novembre sur les transformations qu'il faut mettre en œuvre dans la manière de produire, dans la manière de se transporter, dans la manière d'enseigner, etc. Le chef de fila jeunesse doit intégrer tout ça, et ça doit permettre aux jeunes de se construire des parcours qui sont des parcours soutenus, accompagnés, des parcours de réussite. Le deuxième sujet qui est lié aussi aux enjeux du climat, c'est Carole y faisait allusion à l'instant, c'est le sujet de la restauration. Le sujet de la restauration, il faut que nous accélérions. On a déjà de belles réussites, on a déjà des établissements qui sont à 60-70% de produits locaux. On veut, la loi le dit, mais c'est plus difficile de le faire que de voter la loi, même si je dis ça à côté de quelqu'un qui a été secrétaire d'État. Il faut que nos lycées
accélère la mise en œuvre de cet approvisionnement local, cet approvisionnement bio, etc. Moi, je suis président d'une région, je ne vais pas le dire ce matin, j'ai ma réunion de chef de cuisine, mais je voulais être là, mais une région qui produit beaucoup de blé, hein, la région Centre-Val de Loire, c'est la Beauce et la Champagne-Berrichonne. Mais ça m'arrache le cœur de savoir que le blé va partir au Brésil, qu'au Brésil, on va enlever des poulets et que les poulets vont se retrouver dans l'assiette des lycéens de la région. C'est un non-sens, on marche sur la tête. Il faut reconstruire des filières locales qui sont intelligentes et qui ne sont pas plus coûteuses. Si on prend en compte le coût financier, le coût environnemental, etc. Donc, pour nous, c'est une priorité et on va y travailler très, très, très fortement. Il faut... Bien évidemment, là-dessus, que nous poursuivions, les régions sont très engagées, vous le savez, sur la performance énergétique des bâtiments. C'est un vaste sujet. Ça passe par la qualité de l'air, mais aussi par le rapport que nous avons avec notre environnement, comment on chauffe nos bâtiments, etc., des transformations qui sont importantes. Je voudrais dire aussi un mot sur la lutte contre le décrochage. Vous savez que en collège, en lycée professionnel, beaucoup, on a des jeunes qui ont été déstabilisés par les périodes d'enseignement à distance. Ils n'avaient pas l'adulte au quotidien à côté d'eux pour les réarmer, pour les remettre en projet, etc. Il faut que nous soyons particulièrement vigilants à cela. Pourquoi ? D'abord parce que c'est à chaque fois une catastrophe quand un jeune arrête son parcours et a une phase finalement d'indétermination, d'isolement longue. Et puis c'est une catastrophe économique et sociale. On a une reprise économique qui s'opère. Je ne sais pas si ce sera 5,5 de croissance ou 6,5. En tous les cas, en termes d'emploi, on va à nouveau vivre une période de tension sur l'emploi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que chaque jeune puisse être en capacité d'occuper les emplois de demain. Et ça passe par l'accompagnement dans les parcours difficiles. Il faut que les jeunes soient entendus, écoutés, réarmés, repositionnés. Et il y aura ce travail qui va être engagé dans lequel les régions, aux côtés de l'État, seront très fortement impliquées. Et puis, c'est une année qui sera une année présidentielle. Nous serons également force de proposition, ça viendra en son temps, force de proposition dans ce domaine, sur l'organisation de l'éducation, pour que nous puissions, dans la phase qui vient, être à nouveau dans une phase de développement de l'éducation. Voilà, en quelques mots, mais bien évidemment, répondre à vos questions. Oui. Bonjour, Cécile Olivier de l'AEF. Concernant les conditions sanitaires, le protocole qui est proposé par l'Éducation nationale est assez peu précis sur la cantine et la restauration scolaire, qui est pourtant un des points importants en termes de risque de contamination. Allez-vous procéder de la même façon que les derniers mois de l'année scolaire précédente? Avez-vous revu un peu les protocoles? Enfin, quelles sont un peu vos directives en matière de restauration scolaire dans cette rentrée? Bien, nous avons souhaité en effet que sur la question de la restauration scolaire, voilà, les efforts y soient tout particulièrement concentrés. Et c'est pourquoi sur la question par exemple, des capteurs de CO2, ils seront prioritairement utilisés dans les espaces de restauration scolaire. Et nous allons vraiment, chaque président de région a donné les instructions à ses agents régionaux des lycées, d'être vraiment très très vigilants, très impliqués sur ces lieux, avec la question de la ventilation, avec l'organisation spatiale et également des espaces, avec parfois des agrandissements temporaires de certaines restaurations qui ne permettait pas à ce moment-là une organisation spatiale assez sécurisée. Donc sur ce sujet, malgré en effet les textes qui sont assez généraux, nous avons et les uns et les autres donné des instructions pour que ces lieux soient vraiment tout particulièrement sécurisés, puisque c'est là où il n'y a pas le masque et où donc le risque de contamination est le plus fort. Mais je tiens aussi à dire que l'expérience que nous avons eue l'année dernière et au niveau de nos équipes ont permis d'avoir vraiment une bonne expertise et maintenant une expérience que nous avons mis à profit là, pour la préparation de cette rentrée.
Oui, il y avait monsieur, puis après vous. Allez-y, oui. Toujours dans la même veine, sur les capteurs mobiles. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un capteur mobile. Et sur l'appui éventuel du gouvernement, le ministre dit qu'il pourrait appuyer les collectivités. Mais il dit en même temps 50 € un capteur, c'est pas très cher. C'est facile à dire. Ah non, c'est pas 50, c'est 2000. Hein. Tout à l'heure. Oui, oui. Hein 200. Oui, oui, mais oui, voilà, c'est plus de 200 € un capteur. Alors un capteur mobile, si vous préférez, c'est... nous, on en a acheté en Occitanie, on en avait acheté dès le mois de... Enfin, on avait commencé à en fournir dès le mois de juin, on avait expérimenté. Si vous préférez, c'est comme un très gros portable, hein, voilà, enfin un très gros qui a un manche, et en fait, vous le mettez dans la pièce, et ça vous permet de mesurer dans chaque pièce, voilà. Et donc c'est mobile, c'est-à-dire que vous pouvez le... Pièce en pièce, et du coup, vous en avez combien, ça coûte combien? Donc là, nous avons, c'est de 200 €, donc il y en aura, je veux dire, on va en mettre, alors on est en train de le déployer, sachant que, donc c'est selon les régions, ça sera au moins un par lycée, sachant que aujourd'hui, sur le mois de septembre, on est encore quand même les dispositifs d'aération qui sont quand même voilà, tout à fait opérationnels. On sera en novembre et en décembre, après les vacances de Toussaint, ça sera un peu plus compliqué. Donc on va, dans chaque région, monter en puissance sur l'équipement de capteurs mobiles par lycée. Et sur la compensation financière, on n'a pas plus d'infos. Voilà. D'accord. Oui. Emmanuel Guimardéchon de Région Magazine. Justement, je voulais savoir un peu comment est-ce que le gouvernement s'associait avec les régions pour préparer la rentrée, sachant que en juillet, vous aviez appelé à plus de concertation. Est-ce qu'on en est... Donc, on a eu une réunion hier après-midi, voilà, donc avec le cabinet du ministre Blanquer, mais chaque président et présidente de région, nous avons organisé dès fin juillet les premières réunions avec les rectorats pour justement pouvoir anticiper et en fait pour pouvoir préparer les organisations dans nos lycées, dans nos équipes dès le mois d'août et surtout pouvoir communiquer avec les parents. Avant le 15 août, l'ensemble des présidents de région avaient transmis des messages aux parents pour donner les indications sur la rentrée et surtout inciter à la vaccination. Voilà. Sur la compensation financière que vous attendez, sur laquelle vous n'avez pas non plus d'infos, est-ce que vous en attendez une? Oui, bien sûr, bien entendu. Vous savez, les régions ont quand même fait beaucoup d'efforts sur l'équipement sanitaire. Je vous rappelle la dizaine de millions de masques que nous avons achetés. Nous avons aussi fait beaucoup d'efforts pour la question économique, pour augmenter les budgets donc d'aide à nos entreprises en complément du plan de relance. Et voilà, nous avons là aussi des dépenses supplémentaires sur les lycées pour faire que l'accueil se passe, où on a dû augmenter les effectifs dans nos lycées en termes de personnel des ARL pour pouvoir assurer vraiment les désinfections, toute la sécurité sanitaire de nos lycéens. Et je vous rappelle que depuis 2017, les seules collectivités locales qui ont vu leur dotation diminuer sont les régions. Donc on ne peut pas, je veux dire, ne pas parler de compensation sur des dépenses qui sont supplémentaires. Et ça vaut pour les capteurs, bien sûr, mais ça vaut surtout pour les purificateurs. Il faut bien comprendre, un capteur n'améliore pas la situation. Un capteur, c'est une mesure. Et le sujet, c'est d'avoir en effet des capacités à faire une mesure dans les lieux qui sont des lieux sensibles, au regard du rapport entre le volume de la salle et le nombre d'occupants, c'est le cas des restaurants, au regard de ce rapport dans une salle polyvalente ou dans une salle de classe qui apparaîtrait comme utilisée par un nombre important de jeunes par rapport à sa surface et à son volume. Donc ça, il faut faire les mesures, et c'est nécessaire de le faire. On peut le faire avec des dispositifs mobiles si on le fait sérieusement. Après, il y a des lieux sur lesquels il faudra que nous continuions à mettre des purificateurs. Purificateurs qui, faut faire attention, il y a CO2, il y a Covid. Il y a CO2, il y a Covid. Vous avez des purificateurs qui fonctionnent par rapport à la qualité de l'air, mais qui ne sont pas
performant par rapport aux enjeux Covid. Donc, c'est ces deux sujets qu'il faut traiter, bien évidemment en lien, mais on n'aura pas les mêmes réponses. On n'aura pas les mêmes réponses. Et c'est notamment par rapport à ces purificateurs qu'il faudra développer dans certains locaux que les enjeux financiers seront posés pour les collectivités territoriales. Qu'il s'agisse des départements, des collèges, mais aussi pour les communes qui auront ce sujet. Il y a une question en visio et après je vous donne la parole. Vincent Coste, pour Midi Libre. Allez-y, Vincent. On n'entend pas. On ne vous entend pas, Vincent. Oui, vas-y. Non, non, Vincent, on ne vous entend pas. Non, toujours pas. La presse écrite. Non, on vous entend. Bon, maintenant, en attendant, je vais prendre une autre question. Allez-y, monsieur, je vous prie. Bonjour, on est au deux mots ma question, elle a été très difficile pour les collégiens, etc., au niveau de l'école, mais aussi tout le problème des stages, que ce soit les stages des collégiens, les stages des lycéens, les stages à post-bac. Oui. On a aussi en même temps des annonces qui nous disent qu'il y a plein de pénuries d'employés et de stagiaires dans certains métiers. Est-ce que les régions vont travailler en corrélation entre les entreprises et les lycées pour réorienter ces stages, pour trouver quelques moyens de faire des stages? Alors, vous avez là des exemples dans le dossier de presse très concrets sur la question de la recherche de stage. Alors ça, c'est des sujets que les régions avaient déjà travaillé avant même la crise sanitaire, parce que cette question de trouver un stage, c'était un sujet déjà qui était prégnant. Et donc, nous avons mis en place des plateformes, des dispositifs de mise en relation entre des entreprises et des stagiaires, et nous les avons là renforcés. Donc là, dans le dossier de presse, vous avez des exemples très concrets de faciliter l'accès au stage, que ce soit au stage de 3e jusqu'au au bac+5, et d'avoir un vivier avec les entreprises, c'est-à-dire que toute l'action que mènent les présidents de région sur le soutien aux entreprises permet d'avoir en fait un vivier d'entreprises qui peuvent accueillir des stagiaires. Et c'est vrai que nous voulons voilà, qu'il y ait une réciprocité, mais objectivement, ça se passe vraiment très bien. C'est un travail que nous menons avec les réseaux consulaires, que nous menons aussi avec les organisations professionnelles. J'en parlais hier donc, à la REF avec Geoffroy Roux de Bézieux. Par exemple, le MEDEF, entre autres, nous aide dans cette vraiment complémentarité, coordination entre les besoins de stage et les besoins aussi de stagiaires de nos entreprises. Donc là, vous avez des exemples très concrets dans le dossier. Voilà. Oui, Vincent, c'est ça, je pense. Oui, le micro a été ouvert, merci. Voilà, d'accord. Une question peut-être plus générale, au vu des dispositifs que vous devez déployer dans ce contexte particulier, des nouvelles responsabilités accrues, des nouvelles... finalement, les régions de France ne vont-elles pas être amenées à demander de nouvelles compétences, à revoir peut-être, à demander plus de décentralisation, et notamment sur le plan de l'éducation, de la formation, à prendre en charge finalement un domaine plus vaste. On pourrait penser élargir, passer des lycées et y ajouter les collèges, qui relèverait aussi de la compétence des régions. Est-ce que c'est une discussion que vous allez enclencher, que vous avez en cours avec le Premier ministre ou son cabinet? Alors l'ensemble des présidents de région ont décidé en juillet que nous allons élaborer un livre blanc pour voilà, les candidats à la présidentielle. Et bien sûr, le sujet éducation-formation sera un sujet prégnant où nous allons en effet demander des évolutions sur le mode de fonctionnement, parce que nous avons absolument besoin, comme je l'indiquais, d'avoir une école au sens large du terme, voilà, qui soit beaucoup plus ouverte sur l'entreprise, sur la question de l'orientation. Il faut être beaucoup plus proactif sur la réelle connaissance de la réalité des métiers, sur aussi une simplification des parcours. Et donc là, dans quelques semaines, dans quelques mois, nous vous présenterons ce livre blanc voilà, de plus de pouvoir local, de décentralisation,
pour justement pour pouvoir répondre aux défis de notre pays par rapport à cette crise sanitaire, mais par rapport aussi à la crise climatique. Grégoire Pinson du magazine Challenge. Sur ce point-là, justement, vous avez parmi vos adhérents des candidats déclarés, potentiels, putatifs. Comment ça va fonctionner dans les mois qui viennent, puisque donc ce livre blanc, par exemple, vous allez le présenter à des personnes qui elles-mêmes ont contribué à l'élaborer. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, vous n'êtes pas forcément du même bord politique que ces personnes-là. Est-ce que néanmoins, vous pensez que l'ARL va pouvoir continuer à fonctionner dans les mois qui viennent? Bien entendu, parce que voilà, nous avons tous un point commun, les présidentes et les présidents de régions de France, c'est un attachement profond à notre pays et une volonté, là aussi indéniable, de redresser notre pays, de l'aider à se transformer, et nous avons tous les présidents et présidentes de région, que nous soyons de droite ou de gauche, et bien la même volonté d'avoir un pays plus décentralisé, voilà, où on rapproche la décision de la réalité du terrain, où on partage tous aussi d'avoir vraiment une souveraineté beaucoup plus forte, que ce soit sur une souveraineté industrielle ou une souveraineté sanitaire ou alimentaire. Donc nous avons vraiment ces points communs. Et ensuite, moi je fais tout à fait confiance à l'intelligence et vraiment au sens de l'intérêt général des candidats à la présidentielle ou des futurs. Voilà. Oui, on peut, par l'exemple, répondre à votre question. S'il y a un domaine où la décentralisation a fait la preuve de sa capacité à répondre aux défis, c'est bien celui de l'éducation. Honnêtement, qu'en serait-il de l'éducation en France, même si c'est un des piliers de la construction de la République, qu'en serait-il si on n'avait pas eu les collectivités impliquées à tous les niveaux, au niveau des écoles, des collèges, des lycées, la mairie, commune, département, région. On a franchi, je crois, un saut qualitatif considérable grâce à la décentralisation, parce que les décisions sont prises au plus près et qu'il faut aller vite, parce qu'on peut avoir des objectifs partagés sur le terrain. C'est une des conditions pour l'amélioration des cartes de formation, c'est une des conditions pour la mise en œuvre des mobilités. Aujourd'hui, il y a pas mal de régions impliquées très fortement sur des mobilités gratuites, etc. Et la crainte qui était posée, c'était quoi? C'était finalement que les valeurs de la République, qui sont l'égalité des chances par rapport à l'éducation, se brisent sur cette décentralisation. C'est pas ça qui se produit. On y va par des moyens qui ne sont pas exactement les mêmes, mais on va tous vers cette amélioration des chances et cette amélioration des parcours d'éducation. Je crois que, franchement, l'éducation est un des domaines où la preuve est faite que la décentralisation est une réponse, non pas contre l'État, en accompagnement de la mission de l'État, par des voies sur le territoire qui sont des voies adaptées. Et on montre que finalement, l'uniformité des réponses n'est pas la solution pour aller vers l'égalité des chances. Pour la Gazette des communes, vous aviez évoqué les équipements numériques. On a vu que pendant les périodes de confinement et de demi-jeu, c'était quelque chose de très important. Avec le protocole actuel, se pose aussi la question de continuité pédagogique, notamment pour les élèves qui ne sont pas vaccinés. Est-ce qu'il y a d'autres efforts économiques qui vont être faits sur les ENT justement pour que tous les élèves puissent continuer à suivre les cours? Oui, tout à fait. Voilà, donc vous avez certaines régions qui fournissent tous les lycéens un ordinateur. Ils fournissent soit gratuitement, soit une participation pour les familles non boursières, ainsi de suite. Mais dans toutes les régions, il y a une poursuite de cet effort de l'équipement numérique des lycéens pour justement limiter les risques de décrochage scolaire et qu'il y ait une égalité sur l'accès à l'enseignement à distance quand il devra se faire dans certains cas de contamination.
Oui, allez-y. Hi, bonjour. Rama Sofia Rajdi, United States Press Agency. Désolée pour mon retard, je suis arrivée de loin, mais peut-être je n'ai pas écouté ce que vous avez dit avant. First, la région d'Occitania, dont vous êtes président, vous avez été la première région qui avait le Green Budget pour l'écologie. Est-ce que c'est toujours le cas? Et if yes, quelle est l'autre stratégie que vous allez mettre en place en dehors de Positive Energy? Oui, donc je vous confirme qu'on a été la première région à voter un budget vert et on va continuer à le décliner sur ce mandat. Et parce que votre question, c'est la stratégie sur quel sujet? Sur la... Vous aviez la Positive Energy Position en termes de stratégie. Est-ce que maintenant vous allez déployer sur d'autres volets? Oui, tout à fait. Enfin, on continue parce qu'on a voté un pacte vert, un Green New Deal, inspiré de ce qui est des préconisations de la Commission européenne. Et donc, nous allons renforcer toute notre action sur la question de l'habitat durable. Et puis également, nous allons pouvoir développer, mais là, il n'y a pas que la région Occitanie, d'autres régions sont dans cette même dynamique, tous les transports collectifs verts, et je pense en particulier aux trains à hydrogène, où nous sommes 4 régions pilotes, et qui, par le financement des régions, il va y avoir l'installation de trains à hydrogène, la circulation de trains à hydrogène en France, parce que ce sont les régions qui l'ont voulu, parce que je rappelle qu'en France, les trains à hydrogène sont financés à 2 tiers par les régions, 1 tiers par l'État, alors qu'en Allemagne, c'est l'inverse, c'est-à-dire le financement est majoritairement assuré par l'État. Et donc si le train à hydrogène circule en France, c'est parce qu'il y a eu une volonté des présidents de région. Voilà. Non ? Allez-y, je vous en prie. Sur les lycéens professionnels qui ont été encore plus impactés par la crise Covid. Ils ont eu des mauvais résultats au bac d'ailleurs, et puis ils n'ont pas pu faire de stage. Enfin, donc ça fait toute une génération quand même de lycéens professionnels qui sont en cours de formation, qui sortent de formation en n'ayant pas pu les suivre convenablement. Est-ce que vous avez des réflexions sur un meilleur accompagnement de ces jeunes-là qui sont passés par la voie pro? Alors, je vais laisser François y répondre, mais juste vous indiquer que cette question voilà, des voies technologiques et professionnelles vont avoir une place toute particulière dans les propositions que nous aurons à faire sur le livre blanc de la décentralisation, parce que comme vous l'indiquez, là nous avons pu percevoir voilà, des conséquences de décrochage qui sont supérieures dans ces voies par rapport à d'autres, et nous devons vraiment repenser les modalités de fonctionnement pour avoir une insertion professionnelle, une adaptation des formations à la réalité des métiers dont nos entreprises ont besoin. Donc ça, c'est vraiment un des sujets que nous allons travailler, où nous allons faire des propositions. Mais déjà, à court terme, ça, François va pouvoir développer des dispositifs que les présidents de région ont déjà mis en œuvre. Voilà. Oui, les lycéens professionnels ont été dans la grande difficulté d'acquérir les connaissances pro lorsqu'elles se faisaient sur des machines, lorsqu'elles se faisaient dans des environnements professionnels spécifiques, lorsqu'ils n'avaient pas la possibilité d'être présents. Donc en effet, ils ont été très perturbés par ça. Ils ont été très perturbés aussi, et Carole le disait, j'y reviens, par la difficulté à trouver des stages. Et là, les régions n'auraient pas été là pour dire aux entreprises, parce que l'entreprise, elle disait quoi? Elle disait, moi j'ai déjà des règles très dures pour la présence de mon personnel et pour sécuriser mon personnel. Comment voulez-vous que je prenne en plus un stagiaire? Et notre rôle, c'était de leur dire, ok, vous n'allez pas prendre de stagiaires, mais ces jeunes ne vont pas pouvoir valider leur diplôme, et vous nous direz au mois d'octobre, au mois de décembre, comment on fait? On a besoin de compétences, elles ne sont pas là. Donc on a cherché avec les entreprises, elles ont globalement bien réagi, les solutions qui permettaient quand même de maintenir des stages dans des conditions qui étaient parfois des stages en distanciel pour partie, etc. Il a fallu adapter. Et c'est bien de cela dont il s'agit pour répondre à votre question. Ce sont des sommes de situations qui sont des situations individuelles. On a un secteur, par exemple, qui a été très, très impacté dans le cursus des jeunes, c'est le secteur de l'hôtellerie, de la restauration. Et en même temps, on a une demande considérable parce que finalement, le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, quand ils peuvent repartir, repartent très vite dans notre pays. Et il y a des gens qui ont quitté ce métier. On a besoin de renforts. Eh bien,
il faut, à chaque fois que la question est posée, travailler localement, travailler avec les services d'orientation, avec les équipes d'établissement, nous travailler avec les missions locales, avec les entreprises pour trouver les solutions. Il a été prévu, par exemple, que les stages professionnels pouvaient se poursuivre jusqu'au mois de décembre, et c'est une bonne chose, de manière à ce que le diplôme soit totalement validé lorsqu'il doit être validé, totalement validé dans l'année. Il n'est pas au mois de juillet ou au mois d'août, il est au mois de décembre. Le jeune a fait ses stages. Il faut trouver ces adaptations-là. Au-delà de cela, il faut une plus grande articulation entre l'apprentissage et le lycée professionnel. Nous sommes pour le développement de l'apprentissage dans les centres consulaires, etc., ça ne pose pas de problème, mais aussi dans les lycées professionnels. Et nous restons très vigilants par rapport à une réforme qui continue à être préoccupante, qui est la réforme de l'apprentissage, parce que nous pensons qu'il faut que les lycées professionnels puissent avoir, eux aussi, une part importante d'alternance. Et donc, à la question de l'articulation de notre système, le système français, il est particulier, parce qu'on a une filière générale, on a une filière technologique pour le niveau bac, et on a une filière professionnelle. Beaucoup de pays n'ont que deux filières. Nous, on a cette réalité. Cette réalité peut être une richesse à condition qu'on ait une articulation, à condition qu'on n'ait pas des filières coupées les unes aux autres. Il faut qu'un jeune qui est en filière générale et qui a 16 ans, parce qu'on bouge quand on est adolescent, qu'on a des représentations qui disent « moi, je veux faire du professionnel », il faut qu'il y ait des filières adaptées. Moi, je veux faire du technologique, il faut créer des souplesses. C'est ce que nous défendrons auprès du ministère, de manière à ce que notre système soit le moins rigide possible. Il y a des troncs communs dans tout ça. Vous savez, vous prenez un programme de bac professionnel et un programme de bac technologique, vous regardez sur un certain nombre d'enseignements, vous vous apercevez qu'il y a des vraies convergences. Eh bien, mettons de la souplesse, mettons des liens entre ces filières, de manière à ne pas ossifier notre système de formation. Les jeunes sont eux-mêmes à la recherche d'eux-mêmes, en découverte. Ils ont besoin d'avoir des espaces de liberté, d'individualisation de parcours. Il faut absolument le leur permettre, et nous irons dans ce sens-là. Dernière question. Allez-y. Si tout le monde a déjà parlé. Oui. Vous aviez évoqué tout à l'heure les candidats pour le présidentiel. Est-ce que vous-même, vous allez être candidate en tant que projet? Je répète pour la énième fois, je ne suis pas candidate à la présidence de la République, et je suis présidente de Région de France. Voilà. C'est très clair. Voilà. En visio, oui, il y avait une question. Voilà. Oui, moi j'avais une question, Caroline Méguet. Caroline Méguet, de Keltis. Oui. Oui, Caroline. Oui, j'entendais pas, pardon. Oui, oui, c'était une question plus généralement sur les aides aux entreprises, et notamment à l'embauche de jeunes là, qui sortent, qui vont chercher du travail. On a entendu que le quoi qu'il en coûte était fini, donc il va y avoir des évolutions au niveau de l'État. Est-ce que les régions, vous avez pu faire un peu le point entre vous pour voir comment les aides aux entreprises vont se poursuivre? Disons que nous allons quand même être très attentifs à la période de remboursement des prêts garantis par l'État, parce que nous avons certains secteurs qui ne sont pas en capacité d'assumer à court terme ces remboursements, et donc il faut que les régions et les présidents de région vont faire en sorte que la fin des aides de l'État se fasse en douceur, en transition, et qu'il n'y ait pas de contre-coup négatif pour la reprise économique. Et c'est ce sur quoi nous allons travailler. Nous rencontrons le Premier ministre le 13 septembre, et nous allons donc lui faire part de nos propositions pour le grand plan d'investissement, mais également pour la modulation des arrêts des aides de l'État qui ne peut pas être uniforme selon les secteurs, et également comment les régions peuvent être toujours en complément sur les fins ensifflées de ces aides. Donc ça, c'est des sujets que nous souhaitons aborder avec Monsieur le Premier ministre lors de notre rendez-vous là, du 13 septembre. Voilà. En marquant aussi que la première des demandes des entreprises aujourd'hui à l'égard des collectivités, notamment des régions, ce sont des demandes sur la compétence, disposer des compétences nécessaires pour les emplois d'aujourd'hui et de demain. C'est là où les entreprises savent qu'elles ont le plus à gagner dans la compétitivité. Tout à fait. Bon,
Pas d'autres questions? Merci. Allez, merci. Voilà, alors la toute dernière, allez-y, allez. Moi, j'en ai une dernière sur la restauration, la restauration scolaire. Vous disiez tout à l'heure qu'il faut accélérer. On se demande ce qui bloque en fait. Qu'est-ce que vous comptez faire? Je sais que M. Denormandie parlait de traçage du poulet brésilien mais ukrainien. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment vous pouvez faire? De façon très concrète, si vous préférez, nous avons l'ensemble des présidents et présidentes des régions souhaité augmenter la part des produits locaux, des produits bio dans nos restaurations scolaires, et nous avons donc formé nos personnels de cuisine à toute la question de cuisiner des produits frais, des produits des saisons. Nous avons équipé, donc formation, équipement de nos cuisines avec plus d'éplucheuses, ainsi de suite. Mais nous avons, vous le savez, la problématique que les commandes dans les lycées sont assurées par les gestionnaires qui ne sont pas sous notre autorité hiérarchique. Et là, c'est pourquoi l'ensemble des présidents de région, qu'ils soient candidats à la présidence de la République, réel ou putatif, qu'ils soient de droite ou de gauche, nous avons tous la même demande, c'est que nous ayons, je veux dire, l'autorité hiérarchique sur les gestionnaires, ce qu'on appelait avant les intendants, parce qu'en fait, ils gèrent des budgets régions, ce sont les régions qui fournissent les budgets pour la restauration scolaire et qui puissent donc être dans la dynamique de cette restauration scolaire avec plus de produits locaux et plus de produits bio. Voilà, donc très concrètement, c'est ce à quoi nous voulons vraiment arriver à lever ce frein, parce que je rappelle quand même que le Code des marchés publics permet d'avoir une fourniture, et c'est le ministre de l'Agriculture, Le Foll, qui avait élaboré tout un livret pour présenter les différents dispositifs et les adaptations du Code des marchés publics, et nous voulons amplifier la mise en œuvre de cette commande, et c'est pourquoi nous demandons à avoir l'autorité hiérarchique sur les personnels gestionnaires, anciennement intendants. Voilà. Et produits locaux, produits de saison aussi. Produits de saison. C'est complètement aberrant qu'on n'aide pas nos jeunes à se référer à des produits de saison. Et puis, lié à ça, ne l'oubliez pas, la lutte contre le volume de déchets. Oui, la lutte contre le gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire, c'est estimé à près d'un tiers de la matière qui est achetée, qui va à la poubelle, ce qui n'est pas tenable. Et les jeunes sont aujourd'hui dans les marches sur le climat, etc., sont prêtes à entendre ces sujets-là si on les présente bien, si les équipes s'en saisissent. Imaginez qu'on réduise des 2 tiers le gaspillage alimentaire, on pourrait payer 20% de plus ce produit qu'on achète aux producteurs sans augmenter le prix du billet. Et donc, on veut, ces sujets-là, il faut les prendre à bras le corps, non pas comme des contraintes, mais comme des projets des communautés éducatives avec les régions qui ont la responsabilité de la restauration, avec les gestionnaires, les cuisiniers et l'ensemble des personnels. C'est un très beau sujet. Si vous voulez, nous avons des exemples dans des régions où nous avons mis en place des plateformes collectives de producteurs locaux, parce qu'en fait, souvent, dans ce qu'on nous oppose, les personnels de restauration, c'est la constance de l'approvisionnement en produits locaux, en produits bio. Et donc, si vous préférez, on a créé des plateformes régionales pour pouvoir avoir en fait des durées de production plus fortes, par exemple pour les fruits, et puis avoir une constance et un volume suffisant. On a aussi de nombreuses régions qui ont mis en place le zéro plastique dans la restauration scolaire, mais tout ça, on a les exemples qui sont à votre disposition si ça vous intéresse. Voilà. Merci à toutes, merci à tous, et donc bon appétit. Voilà, merci.